thématique très très intéressante puisqu'on va parler des citoyens du futur. L'idée c'est de voir si la technologie du 21e siècle remet en cause un petit peu les droits fondamentaux. On va parler des sociétés de surveillance, on va parler des réseaux. Et je peux vous dire que déjà les discussions qu'on a eues avec les différents auteurs qui sont présents s'avèrent fort riches. Simplement pour les gens qui ne comprendraient pas l'anglais, ça peut arriver, et j'en fais partie, il y a des petits casques que vous pouvez demander à la jeune fille avec les traductions, qui est juste là, cachée derrière la plante verte. Si éventuellement vous parlez anglais et que vous ne comprenez pas ce que je vous dis, eh bien vous pourrez le faire aussi avec des casques en mettant sur deux. Autour de nous, un plateau d'auteurs sur le sujet, on va commencer par celui qui est le plus à ma gauche, donc à votre droite, c'est Karim Berouka qui vient de signer Les ballons dirigeables, Reptiles de poupées gonflables, un recueil de nouvelles excellent aux éditions ActuSF, et qui va sortir un roman qui s'appelle Nos amis les fées au printemps. Juste à ses côtés, en toute objectivité évidemment, juste à ses côtés, Éric Pichol. Éric Pichol qui est physicien, qui est un grand spécialiste de Robert Heinlein, voilà, avec notamment un essai qui a reçu plusieurs prix, et qui est souvent aux journées de Péresque, journée d'études interdisciplinaires plutôt orientées science-fiction, tous les ans, où on réfléchit sur la science-fiction et sur tous ces aspects de réseau notamment. Je crois que ça fait il y a eu un numéro, une édition qui était là-dessus, c'est ça? Oui, le thème de 2014 sera précisément les citoyennetés spéculatives. Voilà, on est en plein dans le sujet. À mes côtés, Yann McDonald. Yann McDonald, vous êtes obligé d'avoir lu La Maison des Derviches, sinon c'est mal. Vous êtes obligé d'avoir lu Le Fleuve des Dieux, sinon c'est très mal. Et on ne saurait que trop vous conseiller Brasil. Voilà. Sinon ils sont tous à la librairie. Vous pouvez tout de suite aller les lire pendant la conférence, on vous en voudra pas. À mes côtés, Alain Damasio, La Horde du Contrevent, mais aussi La Zone du Dehors. Alors peut-être qu'on va plus parler de La Zone du Dehors aujourd'hui que de La Horde, mais peut-être qu'on pourra esquisser un mot sur les furtifs. Ouais. Voilà, Carrément. Et tout à ma droite, donc Stefano Beni, auteur italien, notamment vous avez pu lire Terra, mais on va aussi parler de Baol. Sur le sujet, et avec l'aimable collaboration de Séléné Véry, qui est traductrice et qui va donc nous permettre de faire le lien avec Stefano. Bon, Stefano parle français, mais je vais l'aider s'il a des difficultés, voilà. Voilà. On va peut-être partir de l'œuvre des uns et des autres. Peut-être vous demander, alors on va commencer par Yann McDonald, qui vous permettra de tester les casques rapidement. Deux petites choses. Alors, je veux revenir sur cette notion en fait. Qu'est-ce que la technologie provoque comme changement, avec deux changements. Je voudrais que vous nous parliez de la place d'abord des drones dans la Maison des Derviches, avec cet attentat qui a été surveillé par les drones. Et puis peut-être aussi de la révolte des IA, des intelligences artificielles dans le fleuve des dieux. Est-ce que ça modifie, ce que ça change? Yeah, the kind of science fiction I write is I'm interested in the way that technology impacts on non-Western or sometimes non-traditionally science fictional societies. Because we tend to think of science fiction, it's white people, usually white Americans, or white Europeans or white Australians, and sometimes Japanese in space, that the future will happen to white people first, or white people only. And I was kind of interested in what other cultures and societies make of the kind of the big ideas of science fiction, like artificial intelligence in River of Gods. In Brazil, it's quantum computing. In the Dervish House, it's nanotechnology and economics. And I was kind of interested to kind of bring those ideas and impact them on other societies. And I think my theory is that we all get technology at the same time. There's a very pernicious trend at the moment amongst Western Twitterers. Those of you who do Twitter, who does Twitter? Hands up. Who's on Twitter? Yay! That's interesting. Not as many as I would have thought. That's interesting.
But there's an interesting hashtag that says first world problems. And it's things like, I can't get a table in a restaurant, hashtag first world problems. And I kind of find that very patronizing because it implies that only people in the first world go to restaurants. Everybody else is either eating each other's dogs or stealing food out of a dumpster, when in fact there are restaurants everywhere in the world. That the structure of these things is fractal rather than kind of first world and everybody else scrabbling for survival. And so it's a long way of getting around to saying that I'm interested. We all get technology at the same time as well. So as soon as I get my spanky new Samsung S4 smartphone in Northern Ireland where I live, someone is getting one in Lagos, someone is getting one in Montevideo, somebody is getting one in Ulaanbaatar, but they all do different things with them. And it's the way we deal differently with those technologies, how we make those technologies fit our particular cultures is interesting, and what kind of informs the science fiction I write. That's probably not an answer to the question, but it's kind of goes into the philosophy of why I write what I write. I'm interested in what other people do with the things that we take for granted. On reviendra peut-être effectivement sur plus rentrer un peu dans les romans et dans les conséquences. Autre roman que je voudrais aborder, là, alors on est plus sur la société du contrôle, c'est La Zone du dehors avec Alain. Comment tu as mis en place cette société? Qu'est-ce que ça change dans les comportements sociaux et surtout dans les droits fondamentaux? Il faut faire court, Alain. Faire court, là, ça va. C'est horrible cette table ronde pour moi parce que je pourrais prendre 3 heures tout seul sur la scène et puis délirer, mais évidemment on va pas faire ça. Moi, La Zone, c'est vrai que j'ai moins envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est quand même un livre qui a maintenant quasiment 20 ans et que je trouve horriblement dépassé par rapport aux enjeux actuels. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe là sur les technologies arrivantes et dans lesquelles on est englobé et qu'on utilise quotidiennement, c'est justement ce côté société de contrôle dans lequel on est à peu près depuis on va dire les années 80-90. Hein, c'est un thème qui a été forgé par Gilles Deleuze et qui succédait aux sociétés disciplinaires dans lesquelles on vivait depuis le 18, 19 et début du XXe siècle. Ces sociétés de contrôle, j'ai l'impression qu'elles ont pris une sorte d'extension indéfinie liée aux technologies quotidiennes dont on se sert, quoi. Et dans La Zone du dehors, j'étais encore, je trouve, prisonnier d'une conception verticale du contrôle, c'est-à-dire que je considérais que le contrôle était exercé par des systèmes gouvernementaux, par les médias, par les multinationales, bref, par les gros blocs de pouvoir qu'on critique habituellement dans le cyberpunk. Et j'essayais de montrer comment un groupe révolutionnaire pouvait échapper à ce type de contrôle-là et redéfinir des espaces de liberté à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est marrant, je suis beaucoup plus intéressé par la demande sociale de contrôle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces strates de pouvoir verticales s'appuient sur un espèce de sporulation horizontale du contrôle. C'est-à-dire que ce qui me touche plus, c'est plus la façon dont on se contrôle ou s'auto-contrôle nous-mêmes par la technologie. Donc on contrôle les autres, vous voyez, les parents qui contrôlent leurs enfants en leur achetant un portable, les maris jaloux qui contrôlent leurs femmes, les patrons qui contrôlent leurs employés en se servant en les googlisant ou en regardant leur compte Facebook, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autocontrôle ou d'intercontrôle horizontal qui s'est mis en place et qui est outillé par la technique. Voilà. Et cet outillage extrêmement quotidien, extrêmement facile, par exemple je prends l'autre exemple, c'est le portable qui permet de nous géolocaliser à chaque instant. Ça permet de nous repérer, donc de contrôler notre orientation dans l'espace, mais aussi aux autres de savoir où on est à tel ou tel moment. Donc c'est vraiment, si vous voulez, le désir à l'œuvre dans la volonté de contrôle qui m'intéresse. C'est pourquoi on est aujourd'hui à sacrifier nos libertés individuelles, notre envie d'expression libre. Pourquoi on la sacrifie à travers un outillage de nos paresses, de nos commodités, de nos simplicités, à travers toutes les applications qu'on utilise pour déléguer notre mémoire, pour se géolocaliser, pour s'orienter dans l'espace. Voilà, donc c'est plus ça, moi, qui me touche, et dans mon prochain roman que j'arrête pas de décaler, Les Furtifs, c'est une tentative, voilà, d'essayer de mettre en place un mode de résistance par la furtivité, c'est-à-dire la faculté à échapper au maillage de plus en plus serré des technologies de contrôle. On en parlera un peu plus tard après. Voilà. Ouais, déjà, on a abordé pas mal de notions, et on peut se demander si quelque part le désir de tout à chacun de technologie ou de contrôle provoque automatiquement une négation d'une partie de nos libertés. Stefano Benni, dans Baol, je voudrais que vous nous parliez comment est-ce que vous avez mis en place cette société de contrôle, comment est-ce que vous avez construit votre roman?
Mais en Baol, il y a le protagoniste, c'est un magicien. Alors je dis que peut-être que tu peux contrôler avec beaucoup de facilité certaines choses en Italie et dans autres pays, mais il y a des choses qui sont très difficiles à contrôler complètement s'il n'y a pas la complicité de le contrôler. Et il y a une espèce d'anarchisme sentimental en Italie que j'apprécie beaucoup. Alors tu ne peux pas contrôler la solitude, tu ne peux pas contrôler la peur, tu ne peux pas contrôler jusqu'au fond la beauté. Tu peux contrôler le web, peut-être, oui. Et ça, c'est une de petits espoirs que j'ai dans mon pays. Mais Baol, c'est un magicien. Alors, il n'y a rien à faire avec la science, avec le... Il est le petit héros de ce anarchisme sentimental, il est l'héros de la surprise. Alors, tu peux contrôler chaque âme, chaque... individuel, et il y a une unicité magique qui quelquefois dans l'art ou aussi dans l'artisanat il brille là. Et il arrive et il confond tout le jeu, et lui est un petit héros et je suis avec lui. Je peux dire qu'il Baol, non, je le dis, après je ne parle plus. Ça commence dans une petite école de magiciens. C'est un petit magicien qui, dans une école, dans un château, et je l'ai écrit et je dis, à qui enterrer vraiment une petite école de magiciens? Et la Rawlings, il a fait Harry Potter et elle est riche et je suis peur. Est-ce que vous disiez qu'on ne peut pas contrôler la tristesse, la solitude ou la joie, et en même temps, est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas une tentative inconsciente de contrôle, car quand on est seul, on peut espérer que les réseaux sociaux nous rendent moins seuls? Je sais qu'il y a un combat. Il y a un combat entre le contrôle et la liberté. Et on doit dire maintenant qu'est-ce qui va passer. C'est un mystère. Au premier moment, j'étais très, avec beaucoup de suspects sur le web, le rapport entre le web et le livre. Maintenant, j'ai changé mon idée. Je pense qu'il y a besoin de temps. Il y avait 20-30 années et on va voir qui a gagné la victoire, si le contrôleur ou l'information horizontale ou la folie totale de l'information. À ce moment, il y a un beau combat. Je ne peux pas dire qui va gagner. J'espère que l'anarchie sentimentale va gagner, mais Facebook, ça m'a fait un peu peur. Oui. Je pense qu'Alain, il hoche sa tête, il a déjà une idée de la réponse sur qui a gagné. Eric, peut-être une question alors globale sur les auteurs de science-fiction et ce rapport entre technologie, réseaux sociaux et droits fondamentaux. Il y a une défiance de la science-fiction par rapport à tout ça? Bon, je suis tenté de dire non, au contraire. On pense souvent la science-fiction comme une littérature de l'anticipation ou de la spéculation qui joue avec des idées nouvelles, qui joue avec des gadgets nouveaux. Là, en l'occurrence, je crois que c'est pas tellement ça qui est en cause. Mais la science-fiction est aussi une littérature de la réflexion sur les rapports entre l'individu et la technique. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une différence tout à fait fondamentale entre le gros de la littérature, je veux dire de la littérature blanche, de la littérature qui n'est pas de la littérature de science-fiction, qui au XXe siècle, alors c'était pas vrai au XIXe ou pas vrai de la même façon au XIXe, et c'était absolument faux au XVIIIe, mais au XXe siècle, la littérature générale a tendance à être une littérature de l'impuissance de l'individu, le tout petit individu perdu dans un monde trop grand pour lui, qui change trop vite pour lui, avec une technique dangereuse qui change le regard qu'il peut avoir sur lui-même. La science-fiction a tendance à avoir le point de vue inverse. En tout cas, une bonne part de la science-fiction a tendance à être au contraire une science-fiction de l'individu compétent, une littérature de l'individu compétent. Certes, il y a des problèmes techniques et la science-fiction joue avec tous les malheurs que la technologie peut amener sur la tête de l'individu, qu'on vient d'évoquer, et beaucoup d'autres, bien sûr. Mais la réponse, c'est rarement de s'enfermer, de regarder son nombril et de se dire à quel point on est malheureux. La réponse du personnage de science-fiction est au contraire en général de chercher à comprendre ce qui se joue, à acquérir une réelle compétence, à comprendre les enjeux techniques et très rapidement à devenir plus compétent que ce qui l'opprime.
dans la mesure où une oppression à très grande échelle, Alain parlait des très grands organismes, mais aussi de tout le reste du monde, ne peut pas être très spécialisé. L'individu reste celui qui connaît le mieux ses propres problèmes et ses propres enjeux. Donc aucune application d'une technique très générale et qui est nécessairement générique et qui s'applique à tout le monde un peu indifféremment, ne pourra être aussi bien adaptée aux problèmes particuliers d'un individu particulier que les réponses qu'il est lui-même capable d'y apporter s'il se donne la peine d'y apporter une réponse. Mais ça passe par la capacité à apporter des réponses et en tout cas par une compréhension réelle de ce qui se joue du point de vue technique. C'est ce que beaucoup de citoyens du XXe siècle ont tendance à oublier. Mon grand-père était, pendant la première moitié du XXe siècle, et prétendait ne pas savoir lire et écrire, même si ce n'était pas tout à fait vrai, mais était capable de démonter un moteur, était capable de démonter une radio, et essentiellement avait une représentation des objets techniques qui l'environnaient, était capable de les bricoler, était capable d'interagir avec. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont complètement impuissants si un objet technologique tombe en panne, même qui d'entre nous est capable de soulever le capot de sa voiture et de faire une réparation un peu pointue, ça devient très pointu. Et la science-fiction est très largement la littérature de cette réappropriation de la technique. Je crois qu'il y a une deuxième idée, je vais essayer de ne pas trop monopoliser la parole. Il y a une dimension de la science-fiction qu'on oublie aussi, qui est une dimension satirique. Il est extrêmement difficile de remettre en cause les vaches sacrées. Il y a un certain nombre de choses qui nous viennent et qu'on a beaucoup de mal à penser. Je pense par exemple, ne serait-ce que pour prendre les droits fondamentaux de l'individu tels qu'ils nous sont accordés ou revendiqués par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'y a pas 36 droits fondamentaux. Il y a 4 libertés fondamentales dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je pense bien sûr à la Déclaration française, mais ce sont pratiquement les mêmes pour la Déclaration américaine. Ce sont la liberté, la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Alors si on parle de liberté, si on parle de sûreté, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Le droit de ne pas se faire tabasser quand on sort de chez soi, le droit de rester en bonne santé sans être blessé dès qu'on bouge, et essentiellement inchangé depuis le XVIIIe siècle. La liberté, là encore, on a une vision de la liberté qui est un peu différente, mais à peine différente de celle de nos arrière-grands-parents. En revanche, tout ce qui touche à la propriété et ce qui touche à l'oppression, là on rentre dans des schémas qui sont très politiques et très profondément ancrés en nous. Ce qui est à moi est à moi. Est un réflexe très profond et auquel qu'on a beaucoup de mal à remettre en cause. La science-fiction est une des façons de questionner ce qu'est la propriété. Ne serait-ce qu'en jouant par exemple sur les échelles de temps. Une chose qui est en train de nous arriver en ce moment, c'est que les échelles de temps changent complètement. Si on parle de propriété, les échelles de temps correspondant à la propriété, c'était quelques décennies, c'était une vie humaine. Aujourd'hui, avec le progrès d'une part des technologies électroniques et virtuelles, il y a des choses qui se jouent sur des secondes, voire des millisecondes. Il y a des transferts de propriété, les grands groupes boursiers spéculent sur des temps qui sont le temps de propagation du signal entre le bureau d'un agent de change et la bourse. Donc il y a des enjeux à des échelles de temps qui ne sont pas du tout celles de l'homme, et inversement, il y a des enjeux à très très grande échelle temporelle. On peut imaginer aujourd'hui de maintenir en vie indéfiniment un homme, alors pas forcément dans un état souhaitable, mais garder quelqu'un en coma dépassé indéfiniment, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et qui peut avoir aussi des impacts sur la propriété. On est dans un festival littéraire, par exemple, les droits d'auteur sont des choses qui courent, selon les pays, 50, 70 ans après la mort de l'auteur. Si vous maintenez indéfiniment en vie l'auteur, vous n'avez plus jamais rien qui revient dans le domaine public. Donc la science-fiction typiquement peut jouer sur ce genre de choses et peut par la satire, le plus souvent, faire réfléchir sur ce qui est en train de changer, sur des choses qui sont profondément ancrées. Et juste un mot pour le dernier, puisque je commence à être long, la résistance à l'oppression, c'est probablement le domaine même sur lequel la science-fiction est capable de dire le plus de choses. Nous sommes, là encore, je ne vais pas répéter ce que disait Alain, mais nous sommes en permanence, sinon agressés, du moins opprimés par tout un tas de contraintes que nous intégrons et que nous acceptons. Nous acceptons absolument la gouvernance de l'État, nous acceptons le fait d'être contrôlés par un certain nombre de choses, et ce n'est pas une oppression parce que c'est légitimé par tout un tas de processus politiques.
Il y a d'autres choses, on peut aussi bien parler d'oppression ou de contraintes par notre famille, par nos amis, par nos voisins. La définition de l'oppression qui est au cœur des droits de l'homme, puisque c'est vraiment l'un des 4 éléments, la résistance à l'oppression est un des 4 droits fondamentaux reconnus par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, dépend de ce que nous reconnaissons comme une oppression et ce que nous considérons comme légitime. Là encore, nous sommes tellement formés tout au long de notre scolarité, tout au long de notre vie, à accepter un certain nombre de choses comme normales et donc non oppressives, qu'on ne les pense même plus, ce qui permet beaucoup de dérives quand telle ou telle organisation, que ce soit l'État ou pourquoi pas aujourd'hui les nouvelles technologies numériques, donc pourquoi pas les propriétaires de tel réseau ou la NSA ou qui que ce soit, on a l'obligation de repenser ce qui est légitime et ce qui relève de l'oppression, donc de remettre en cause un certain nombre de vaches sacrées, et là encore la science-fiction est l'une des rares littératures du XXe siècle qui se soit affrontée à ce problème et qui ait effectivement traité ces aspects de remise en cause des questions les plus fondamentales, qui sont que la philosophie traite, mais souvent dans un discours trop pointu et qui n'accessible qu'à des spécialistes. Sur tout ça, en tant qu'auteur d'imaginaire, est-ce que tu te retrouves un petit peu là-dedans? Toi, tu te réappropries beaucoup les mythes en fantasy? Alors en fait, je suis pas seulement auteur je bosse à la NSA, je le dis. Et donc je voudrais remercier tous les réseaux et tout ça, parce que c'est quand même une grande opportunité. Je pense que les services secrets ont toujours essayé de chercher à écouter aux portes, à se brancher sur les téléphones. Et aujourd'hui, au miracle, depuis 20 ans, on appuie sur 3 boutons et ça fonctionne. Et ce qui est encore plus génial, c'est que dans les réseaux, tout ce qui est réseau Facebook et encore d'autres réseaux comme des trucs professionnels, comme des Viadeo, les LinkedIn, ce qui est bien, c'est que c'est les gens eux-mêmes qui remplissent leur fiche de renseignement. Donc ça, c'est assez génial, quoi, ça fait moins de boulot. Et la seule chose que je voulais dire, c'est que quand, je crois que c'était Alain qui parlait de qui va gagner cette guerre entre renseignement et résistance au renseignement. Je crois qu'on a découvert il y a quelques mois qu'on l'avait perdu, qu'on pensait un peu que tous les hackers du monde avaient toujours plusieurs lieux d'avance sur tout ce qui était gouvernemental, et qu'on s'est aperçu aujourd'hui qu'il y a un grand réseau de renseignement. On a été un peu naïf de penser que les gouvernements comme le gouvernement américain, mais probablement aussi celui en France et ailleurs, n'étaient pas en train de mettre d'y aller à fond pour justement apprendre à contrôler tout ça, à savoir communication, échange. Et là, on s'aperçoit aujourd'hui que depuis quelques années, tout ce que vous dites sur Internet peut être... Bon, après, je pense que ce que vous dites n'intéresse pas grand monde, mais en tous les cas, pas les services secrets. Mais ça y est, ils sont passés devant, ils ont pris l'avance, ils ont monté une sorte de système de surveillance qui est très développé, et puis nous, voilà, alors les petits hackers, ils vont s'amuser à faire sauter des sites à côté, puis ils vont se faire choper très rapidement maintenant. Donc je pense qu'on a quand même basculé. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi c'est l'idée que j'ai perçue, et ça m'a fait un peu mal au cœur, parce que je me suis dit que ce grand rêve un peu anarchique, un peu qui était Internet, qui était un truc qui appartenait un peu au peuple, et qui a été d'abord récupéré par les marchands et maintenant qui est sous contrôle à mon avis. Alors c'est je vais peut-être un peu vite, mais c'est l'idée que j'ai eue moi. Voilà. Alain, une réaction? Oui, là, et Karim a absolument raison. Enfin, on peut pas faire l'impasse aujourd'hui, surtout sur une table ronde comme ça, sur la NSA, quoi, et sur ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais on se rend compte qu'ils ont acquis la capacité de contrôler quasiment toutes les télécommunications intercontinentales en se connectant sur les câbles sous-marins, et quasiment toutes les communications numériques à travers le monde, parce qu'ils ont tissé, c'est ça qui est quand même hallucinant, ils ont tissé des accords avec Yahoo, avec Google, avec Facebook, avec tous les grands réseaux informatiques mondiaux, pour pouvoir avoir une backdoor, c'est-à-dire une porte de derrière, et pouvoir rentrer quand ils veulent, au moment où ils le veulent, et sur les requêtes qu'ils veulent, sur ces serveurs pour obtenir les informations dont ils ont besoin, sachant que ces informations sont parfois des informations étatiques, militaires, policières, mais aussi des informations servant à la guerre économique, quoi. Et moi je pense aussi des informations sur des ennemis potentiels politiques, ou des échanges de services au niveau des renseignements pour dire bon ok, donne-moi l'information sur tel concurrent à la présidentielle que je vais affronter, puis moi je croise et je te donne des infos sur un autre. Donc on a la preuve maintenant, moi, bon je le pensais depuis longtemps, mais toujours pareil, on se fait traiter de parano, où on a la preuve absolue et claire, et ça ne cesse d'augmenter, que
ce contrôle vertical peut s'exercer en tout point de la planète et sur n'importe qui, et non seulement sur des masses, quoi, c'est-à-dire non seulement sur des masses de données et de métadonnées qui permettent de définir des tendances de consommation ou des tendances comportementales globales sur telle ou telle communauté, mais également dans la masse d'aller chercher un individu donné, c'est-à-dire qu'à partir de votre adresse mail, on peut épier et récupérer la totalité des échanges que vous avez faits avec vos proches. À partir de votre numéro de téléphone, on peut récupérer toutes les télécommunications que vous avez générées, en tout cas la durée des communications, leur fréquence, qui vous appelez, etc. Donc c'est pas simplement un contrôle général, global, à grosse maille, et qui finalement ne doit pas nous faire peur parce qu'il toucherait simplement de la génération statistique de tendances pour le marketing. C'est aussi un contrôle qui peut être parfaitement individualisé. Et même, je dirais, ça peut être un contrôle sur ce que j'appelle moi des fragments individuels, c'est-à-dire si par exemple vous allez sur tel site, je dis n'importe quoi, tel site porno, tel site pour fabriquer une bombe, ou je dis n'importe quelle connerie, on peut savoir exactement qui va sur ce site, c'est-à-dire qu'on peut prélever les adresses IP des personnes qui vont sur tel ou tel site. Donc Là, tout il y a, ça, des, il y a des gens qui font moins les malins sur YouPorn. Hein. Ouais. Et donc bon, voilà, là-dessus il faut être conscient de ça. Voilà. Il faut être conscient que quand vous allez sur Facebook, la totalité du contenu que vous produisez non seulement appartient à Facebook, mais peut être data miné par des machines ou par des personnes individuelles au besoin. Voilà. Donc il faut arrêter franchement de croire que c'est pas grave, il faut arrêter de penser que bon finalement ça concerne les autres, ça vous concerne. Et au moment où on aura besoin de prélever l'info sur vous, on le fera. Et quand je dis au moment, c'est pas dire que ça peut être votre employeur, ça peut être votre assureur qui a besoin d'avoir des infos sur votre santé, ça peut être vos proches aussi. C'est-à-dire que quand je parle du contrôle vertical, j'oublie pas le contrôle horizontal. Et c'est peut-être parfois le plus grave. C'est-à-dire que c'est des gens malveillants ou proches de vous qui peuvent avoir intérêt aussi à épier ce que vous faites. Et ça, il faut y penser. On pense toujours à cette espèce d'entité abstraite qui est le gouvernement. Il n'y a pas que ça, quoi. Voilà. Bon, je fais juste très court sur NSA, mais c'est hallucinant. Allez voir sur Le Monde, il y a des infographies qui sont extraordinaires, qui expliquent comment on utilise le logiciel XKeyscore, ils appellent ça, qui permet, c'est comme un Google de la recherche individuelle, c'est-à-dire ils permettent d'obtenir n'importe quelle information à partir d'une interface super simple, quoi. Et il y a 800 000 personnes dans le monde qui ont la possibilité d'utiliser cette interface. C'est quand même pas rien, quoi. Yann McDonald, je vous voyais réagir. Yeah. 2013 is the year that we lost the war against the internet. I think it was because the Arab Spring in 2011 was the first and last revolution that was won online. And I think everyone saw those who enjoy exercising control saw what happened and thought, never again. In a sense, it was too successful what happened. I don't do Facebook, and I never will do Facebook. I find Facebook creepy, I find it intrusive, and I don't want to give away information about myself. I used to have a blog. I don't do a blog anymore because I couldn't be bothered doing it. I don't do LinkedIn. I get hundreds of requests to join LinkedIn. I will never join LinkedIn because I don't want to be a social network. I do Twitter. I like Twitter because I don't give much about myself away on Twitter. Because the thing about all those social networks is that the more control you give away, the more the people who can use that control will want control. Control is an ever-expanding empire. The more you give away, the more they will ask in return. Because in a sense, it suits the very large corporations. And we've reached a stage where maybe 3 or 4 huge corporations control in publishing. There are 5 big corporations who control world publishing. And we've reached a state where, in a sense, a market economy is effectively dead because these corporations can, in a sense, fix prices and terms and agreements between themselves. For example, if you buy an e-book, you don't control that book. You only rent that book. If you buy music from iTunes, terrible intro, you don't control that music, you don't own that music, you only rent that music. And it happened on Kindle a few years ago. There was a copyright issue over George Orwell's 1984. And everyone who bought 1984 on their Kindle suddenly found that 1984 had disappeared from their Kindle and they couldn't get it anymore because they didn't own that book. They only rented that book. And in a sense, the online world and the NSA is about gaining more and more control and taking ownership away from people like us and making us rent things and not own things. And I feel in a sense we have to claim that back again.
I find it a very worrying trend that, in a sense, we aren't citizens, we are merely renters of resources. And I think that's something we have to identify and something we kind of have to combat against. I feel the security agencies and, in a sense, the online corporations got a big scare during the Arab Spring and thought, no, this can't go on, we have to do something about this. And that kind of control has kind of increased since then. That the more we give away about ourselves, the more these people will want more control. There's a saying in English in that you have no near, that the innocent have nothing to hide. And there's a flip side to that. In Britain recently, people applying for jobs with companies have found that if they don't have a Facebook page, they don't get a job interview. Because the flip side applies, that if you have something to hide, if you don't have a Facebook page, if you aren't completely public and transparent at all times, then you are guilty of something or other. And I find that a very worrying trend, that we're moving to a society where sharing and transparency by us as citizens is compulsory, whereas at the top level, at the control level, it becomes much, much, much more opaque over time. And I feel we flipped into the side where if you don't have a Facebook page, if you aren't transparent to the watchers, then you have something to hide, and this worries me a lot. Eric, tu voulais réagir? Oui, je crois qu'il faut un technophile naïf de service, donc au risque de jouer ce rôle. Je ne crois pas du tout que la guerre soit perdue, comme le disait Karim. On a perdu éventuellement quelques batailles, mais ce que je crois, c'est qu'il y a eu un déplacement de la vieille dialectique entre le glaive et le bouclier. Précédemment, c'était une affaire de guerrier, c'est une affaire de politique. Aujourd'hui, ça se joue au niveau du citoyen individuel. Ce qui est vrai, c'est que vous êtes tous des guerriers, nous sommes tous des guerriers dans cette guerre de l'information. Et si nous ne nous protégeons pas, si nous ne prenons pas toutes les mesures nécessaires pour gérer notre propre information et nos propres droits, ils sont perdus, ils sont condamnés. Mais nous avons très largement les moyens de les défendre. Je lisais dans le Canard enchaîné, je ne sais plus si c'est celui de cette semaine ou de la semaine dernière, une histoire que je trouvais tout à fait édifiante à propos de la NSA qui écoutait les chefs d'État. Le Canard enchaîné se posait bien sûr la question de ce que ça donnait en France et avait fait apparaître le fait que Thomson, une société française spécialisée dans la défense, avait développé à grands frais un système de téléphonie parfaitement sûr, utilisé très largement par l'armée française, et que tous les ministres, et a fortiori le président de la République, étaient équipés de ces téléphones parfaitement sûrs et, pour autant qu'on sache, inécoutable par la NSA. Pourtant, Hollande était écouté par la NSA parce que l'ergonomie de ce téléphone Thomson était moins confortable que celle de l'iPhone. Et donc chaque ministre préférait avoir le confort de son iPhone avec son carnet d'adresses et la possibilité de joindre ses collègues par 3 touches, et n'utilisait pas leur téléphone sécure. Et dans ce cas-là, effectivement, les politiques français suppliaient la NSA de les écouter. Ils faisaient le choix de leur confort contre la sécurité, et ils offraient, effectivement, comme le disait Yann, ils jouaient la transparence, ils offraient la transparence, leur propre transparence à tous ceux qui étaient prêts à l'écouter. C'est un choix de confort, c'est un choix politique, c'est un choix politique qui a un coût, mais c'est un choix, on n'est pas obligé de le faire. On est en démocratie, nos dirigeants choisissent de faire ce choix-là. Alain, alors, encore un mot sur l'exemple que prenait Alain. Bon, ça fait aussi à peu près 25 ans que je traîne sur le net, donc je suis universitaire, j'avais accès assez rapidement à ces technologies-là. Au tout début d'Internet, il y a 25 ans, ces questions de sécurité se posaient. Les mathématiciens et les informaticiens qui ont été les premiers à développer le net se sont immédiatement posé ces questions de sécurité et ont immédiatement développé les dispositifs de protection. Il y a un logiciel qui existe depuis plus de 25 ans maintenant qui s'appelle Pretty Good Privacy, excellente, j'ai un problème de traduction, mais excellente protection des informations individuelles. C'est basé sur des maths, c'est basé sur des algorithmes à base de nombres premiers. Et si vous prenez le temps de coder vos messages par PGP, ils sont essentiellement
intraçable, indécodable, sauf à utiliser un travail mathématique monstrueux pour le décoder. C'est un peu plus lourd, ça veut dire qu'effectivement, chaque fois que vous écrivez un message, vous êtes obligé de le coder, d'avoir une clé publique que vous transmettez à vos interlocuteurs. Donc c'est un peu moins confortable effectivement que de se servir du net en clair, mais il y a un choix à faire entre, là encore, la transparence, le fait d'utiliser un réseau absolument transparent pour envoyer vos données personnelles, auquel cas vous gagnez le confort, vous perdez la sécurité, ou perdre un petit peu en confort, utiliser des moyens un petit peu plus sophistiqués qui non seulement existent mais sont absolument gratuits, et être en totale sécurité. Et je pense que bien sûr, comme toujours, la vérité est entre les deux. Il y a un compromis que chacun doit déterminer entre sa propre sécurité et son propre confort, mais la guerre n'est pas perdue. On a les moyens quand on en a besoin de se Le défendre. problème, il est pas là. Il est peut-être, comme tu décris, il y a des moyens qui existent. On peut aussi pas se brancher sur Internet ou faire excessivement attention à ce qu'on fait. Mais en général, les gens le font pas. C'est un pourcentage, mais vraiment infime. Déjà, ne serait-ce que d'éduquer les jeunes en leur disant attention, Facebook, il n'y a pas n'importe quoi dessus, parce que dans 10 ans, la photo où tu es complètement bourré en train de te jeter dans une mare, on va la retrouver partout sur Internet. Et c'est des trucs basiques et simples. Et les gens ne sont pas spécialement. On les informe pas, on ne va pas leur dire faites attention à ce que vous dites, nous ça nous arrange. Enfin voilà. Alors toi tu connais ça, tu vois, le PGP, je sais plus comment ça s'appelle, mais combien de personnes savent faire ça? Déjà les gens ont déjà du mal à se servir de l'ordinateur en général, donc tu vois. C'est sûr, mais la responsabilité individuelle est le prix de la citoyenneté. C'est malheureusement vrai depuis toujours, et ça le c'est un sera peu longtemps. comme dans une société. Comme on va se retrouver dans une société, je sais pas, sous Staline, où effectivement tu pouvais avoir une certaine liberté si tu choisissais tes amis, si tu ne parlais pas dans des places publiques. Enfin, il y a une sorte de contrôle qui s'installe. En plus, on n'en est pas conscient, c'est ça le pire, quoi. Et, ouais. Enfin bon, après je dis pas que c'est mal. Moi je crois aussi qu'il y a il y a des solutions. C'est-à-dire qu'effectivement on a perdu la première guerre. C'est-à-dire que on a cru qu'on pouvait se protéger et on a compris qu'on était complètement investi par ce pouvoir vertical. Maintenant, il y a une lutte possible, il y a une résistance possible. La première chose que tu as dit, effectivement, est une résistance individuelle sur le cryptage. Sachant aussi que j'ai vu que NSA, quand on crypte des données, ils peuvent chercher les gens qui cryptent des données. Donc c'est aussi un moyen de repérer les gens qui veulent lutter. Mais disons qu'il y a un premier pratique individuelle, cryptage, sortie des gros réseaux. C'est arrêter de chercher l'information avec un moteur de recherche Google, arrêter d'être sur Facebook, arrêter d'être sur tous ces réseaux comme Yahoo, etc., qui sont complètement data minés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'aimais beaucoup l'expression de monsieur sur l'anarchisme sentimental, qui est une très très belle expression. C'est-à-dire, pour moi, j'appelle ça aussi une forme de dépollution. C'est-à-dire qu'on a tendance à vivre de plus en plus sur les réseaux. Il faut savoir qu'un ado, par exemple, passe 45 heures par semaine sur des écrans aujourd'hui, 45 heures. Que les Américains, on a fait une étude en 2006, ils passent 72 heures sur un média électronique par semaine. C'est-à-dire que la majorité du temps éveillé est passé maintenant sur les réseaux. Or, la différence entre le réseau et la vie réelle, c'est que le réseau, vous laissez des traces. Quoi que vous fassiez, vous laissez des traces. Donc, on peut orpailler, récupérer, collecter, archiver, stocker, corréler ces traces. Donc, si vous sortez du réseau et que vous êtes dans la vie réelle, c'est déjà beaucoup plus difficile de vous contrôler et de vous suivre. Donc, vous développez une sorte de pratique furtive et vous essayez de vous loger dans les angles morts du contrôle et de la surveillance. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il y a un combat collectif possible. Il y a des mouvements citoyens à mettre en place. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites pour encadrer la loi, pour essayer de mettre en place des garde-fous. Alors, c'est très social-démocrate, c'est très long, c'est très lent. Et généralement, ça obéit pas à l'envie romantique d'une lutte directe, etc. Mais je pense qu'il y a une militance possible par rapport à ça. Il y a l'autre chose, et bien évidemment, c'est le hacking, c'est le sabotage, c'est le brouillage, et tous les outils qui peuvent nous permettre ça. Là, il y a un investissement très fort à faire autour de ça, et on a à apprendre à se servir de ces outils, à les développer et à se faire former par des potes là-dessus, éventuellement. Et puis, il y a aussi à valoriser et à pousser les lanceurs d'alerte. Moi, je crois beaucoup aux lanceurs d'alerte, je crois beaucoup aux dénonciateurs, aux délateurs qui sont dans le système. On en parlait hier sur les interfaces cerveau-machine, et quand vous êtes scientifique, vous travaillez là-dessus, quand vous êtes au NSA et que vous voyez ce qu'on fait des informations des citoyens américains, vous avez le devoir, vous avez la responsabilité personnelle et intime de le manifester, de le donner à des journalistes, de le révéler au grand public. Ok, c'est super dur, je veux dire, Snowden aujourd'hui, il sera plus jamais libre.
il sera bloqué en Russie ou ailleurs dans le monde, mais il a fait un choix qui engage toute sa vie, mais qui est hyper précieuse et qui nous révèle des choses précieuses pour notre démocratie. Mais ces lanceurs d'alerte, il faut apprendre à les protéger, il faut se battre par des mouvements aussi pour les protéger. C'est eux aussi qui nous sauveront parce qu'ils sont dans la machine et qui savent des choses qu'on ne sait pas. Et voilà, en gros, c'est les solutions que moi je vois. La guerre n'est pas perdue, mais il faut savoir déjà que la guerre existe. Il faut être conscient que la guerre existe. Il faut arrêter de se foutre la tête sous la terre et arrêter surtout d'outiller nos paresses quotidiennes avec des outils qui sont là pour nous donner du pouvoir, c'est vrai, mais aussi pour limiter notre puissance et pour diminuer notre liberté. Je voudrais avoir le point de vue de Stefano Benni en tant qu'auteur, et puis aussi savoir si en Italie ces thèmes-là sont aussi importants et discutés. Oui, c'est en Italie comme tout le monde, mais en Italie, il y a une chose très préhistorique, c'était le contrôle s'est passé jusqu'à la télé. Alors, quand Silvio il a commencé avec le télé, c'était pas important la technologie, il y avait plus que 200 télé en Italie. C'est important le mot qu'il a dit, c'est important la vision qu'il a dit de la beauté, de la mode et surtout le mot plus important c'était vous n'avez plus aucune responsabilité, je suis le seul, je ferai. C'est un livre qui s'appelle Pinocchio. Et en Italie c'est bien en France aussi, il y a l'homme qui mène les enfants au pays de jouer, non? Et c'était la première réfiguration de Berlusconi, qu'il arrive à dire tout dans les pays de jouer. Et alors, parce que Berlusconi n'use pas le web, il n'a pas besoin, parce qu'il a déjà empoisonné tout qu'il pouvait empoisonner. Il n'est pas intéressé à le web. Ça, en Italie, c'est passé, il avait 20 ans. Quand même, ce jeu criminel, c'est arrivé à un point d'indécision. L'Italie ne sait plus que faire, mais Berlusconi aussi ne sait plus que faire. Et il n'y a aucune technologie, aucun truc qui peut le sauver. Maintenant, le combat, c'est évident, et c'est le combat entre l'intelligence et le pouvoir. Le problème c'est qu'il n'y a pas seulement un Silvio en Italie, mais il y a beaucoup de Silvio, il y a beaucoup de clones de Silvio. Alors c'est très intéressant comme combat. Et on va gagner, je pense. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Hop, monsieur, attendez, les micros sont là-bas. Eh bien, monsieur tout devant. Enfin, j'en profite pour vous rappeler que cette conférence est bien entendu enregistrée et que vous pourrez la réécouter. Elle sera disponible sur le net. Déjà, merci. Très très intéressant comme conférence, bien pensé à aborder comme sujet aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées dans le fait. Alors oui, on a perdu, je pense en effet, une guerre. Enfin, on a perdu le premier combat sur l'internet, mais il y a des choses encore plus désastreuses où on a perdu. Je pense par exemple au Patriot Act qui est passé aux États-Unis. Enfin, il y a des choses complètement. Les gens pensent encore être en démocratie, mais c'est fini, quoi. La démocratie, je pense qu'il faut se réveiller et se rendre compte que là, on est en train tous les jours de nous faire sauter des choses, mais vraiment très très graves pour sur comment nos sociétés actuelles sont fondées aujourd'hui, les valeurs qu'elles avaient, qu'est-ce que c'est la démocratie, une république. Enfin, c'est passé à la trappe, quoi. Si demain le président américain décide qu'il se passe n'importe quoi dans le monde, de déclarer la loi martiale, fait sauter les gouverneurs, réduit les États, tout ça. Il peut s'accorder les pleins pouvoirs, mais complètement, quoi. Enfin, ça a été signé par des gens qui ne savaient même pas ce qu'ils signaient d'ailleurs. Quand on leur a mis les papiers sous le nez, on leur a dit mais vous êtes au courant, ça existe, à des gouverneurs américains, des sénateurs, enfin je sais. Et on dit non, mais ça c'est de la fabulation, ça n'existe pas. On leur a montré les documents en mettant sous le nez, voilà, si, regardez, c'est bien votre signature, ce papier il dit ça, et là ils sont comme des cons, quoi, devant. Enfin, oh merde, j'ai signé ça, et c'est véridique, quoi. Enfin, c'est dur de faire court sur ce genre de questions. Est-ce que quelqu'un a une réaction sur le Patriot Act et sur effectivement, est-ce que la démocratie a reculé?
Eric, supra court. Je parlais tout à l'heure de temps caractéristiques. Je crois effectivement que nos structures politiques sont basées sur des temps de réaction qui sont de l'ordre de l'année. On est dans une démocratie représentative, le citoyen vote, ne peut pas réagir sur l'instant, donc il a des représentants, une chose des députés, un Sénat qui éventuellement rajoute encore un temps caractéristique derrière, et le temps caractéristique est de l'ordre de l'année. Il se trouve que maintenant, beaucoup de choses se jouent sur le temps caractéristique de l'ordre du jour ou de la seconde. Il faudra peut-être réinventer il faudra certainement réinventer d'autres modes d'expression populaire. J'aurais tendance à dire que pour le coup, on peut réinventer une authentique démocratie. On a aujourd'hui les moyens techniques de consulter le peuple quasiment en temps réel. Alors, ça serait probablement une extrêmement mauvaise idée que de faire des référendums à chaque instant sur chaque chose. Il y a un équilibre à trouver entre le moyen de former les gens pour leur permettre de donner une réponse informée aux questions qu'on leur pose et le fait de leur poser la question instantanément. C'est la philosophie politique, il faut inventer de nouvelles formes politiques, mais aujourd'hui on a les moyens techniques de proposer d'autres formes de démocratie et probablement de démocratie directe. Alors, rapidement, juste pour dire que le terrorisme est aujourd'hui l'alibi absolu du pouvoir de contrôle, c'est un pur alibi. Le terrorisme est extrêmement peu de morts, quoi qu'on en dise, par rapport aux guerres mondiales du XXe siècle. Donc le terrorisme est un alibi, comme l'handicapé est un alibi extraordinaire pour les technologies intrusives. Voilà, on a les deux figures qu'on nous met devant pour nous manipuler, le terroriste et l'handicapé. Hein, rapidement, alors ce sera la dernière question. Oui. Il nous reste 120 secondes. Ouais. Je vous contrôle. Je pensais à la privatisation du vivant, c'est un autre sujet, mais je lisais hier votre nouvelle, monsieur Damasio, sur la privatisation des mots, et je pense qu'il y a aussi un gros problème sur la privatisation du vivant, des semences, etc. Donc je voulais un peu votre avis là-dessus à tous. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Yann McDonald? Non. Alors? Non, mais c'est le même mouvement, c'est-à-dire qu'on essaie de tout marchandiser, de tout rendre, d'accaparer la propriété de tout, des mots, des symboles, du vivant, de tout, de l'ADN, etc. Donc c'est une tactique de pouvoir classique, on se rend propriétaire des choses, et ensuite, comme disait très bien Yann McDonald, on te loue un livre, on te loue de la musique, tu es plus propriétaire de rien, tu peux même plus acheter, quoi. Voilà, tu loues. Et eux, ils sont propriétaires, mais toi, tu loues. Et sur le vivant, c'est pareil, tu vas consommer les tomates, mais on va te louer la tomate parce que le brevet du vivant, il sera détenu par une multinationale. Donc c'est les mêmes principes. On acquiert la propriété et ensuite on loue. Comme ça, on reste indéfiniment propriétaire et c'est encore un moyen de contrôle sur les gens. Voilà, location de la tomate, ce sera un joli mot de la fin. Il nous reste à vous remercier d'être là. Retrouvez les auteurs tout de suite en dédicace et puis restez car les conférences continuent. Merci à tous.